À pied d'œuvre, le podcast qui réconcilie les arts et les sciences. Entre clins d'œil, jeux de miroir et de cache-cache, arts et sciences n'ont de cesse de se chercher et de se perdre pour mieux se retrouver. Tous les mois, je vous invite à partir à la découverte des accomplissements de ce drôle de couple qui, lorsqu'il se comprend, transcende la réalité. Un podcast de Moonji, réseau de sociétés de conseil pour les métiers de l'ingénierie et du digital. Bonne écoute! Des matières plastiques à l'hélicoptère, en passant par la capsule spatiale, la vidéoconférence et l'hologramme, les idées de Jules Verne et ses folles aventures ont fasciné des générations d'adolescents et d'adultes. Passionné par les sciences et leur vulgarisation, cet écrivain particulièrement prolifique est connu dans le monde entier pour avoir donné un élan romanesque aux inventions induites par la deuxième révolution industrielle. Plus qu'un romancier, il apparaît comme un véritable faiseur de mondes, des mondes que l'on peut transfigurer aussi bien sur papier que sur grand écran ou sur le plateau d'un jeu de société. Souvent présenté comme l'un des pères de la science-fiction, l'invité que je reçois aujourd'hui s'est appliqué, dans son dernier ouvrage, à le révéler comme l'un des instigateurs de la pop culture. Cet invité, c'est Nicolas Allard. Nicolas est professeur agrégé de lettres modernes. Amoureux de fantasy et de science-fiction, il a consacré ses ouvrages aux univers de Game of Thrones, Dune ou encore Star Wars. Aujourd'hui, l'essai qui va nous intéresser est celui qu'il a dédié à Jules Verne et surtout à la richesse de son héritage artistique. Intitulé Les mondes extraordinaires de Jules Verne, aux origines de la pop culture et de la science-fiction, il a été publié en 2021 aux éditions Armand Collin. Nicolas, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation avec enthousiasme. Peux-tu commencer par nous parler de ton livre et peut-être de ce qui t'a poussé à l'écrire ? Pourquoi Jules Verne et pourquoi cet angle particulièrement jeune et moderne de la pop culture ? Alors merci de cette invitation, je suis très content d'être là. Et bien en fait, j'ai choisi cet angle-là parce qu'il y avait déjà eu beaucoup d'ouvrages qui avaient été consacrés à Jules Verne, notamment beaucoup de biographies ou d'études assez précises de son œuvre, mais aucun d'entre eux ne s'était véritablement intéressé à son héritage culturel, artistique, et c'était un angle qui me semblait pourtant intéressant parce que il y a, et je le montre dans le livre, beaucoup d'artistes, que ce soit en littérature, au cinéma, dans le monde de la bande dessinée ou du manga, qui ont été directement ou indirectement inspirés de Jules Verne. Donc j'ai vraiment voulu aborder cet angle-là qui me semblait intéressant et démontrer également dans l'ouvrage qu'il n'était pas simplement l'un des pères de la science-fiction, mais peut-être le principal père de la pop culture. Donc un mot résume évidemment l'artiste, sa vie personnelle, son mode de pensée et son œuvre, l'aventure. Il s'est lancé à corps perdu dans le sous-genre alors relativement récent du roman d'aventure pour décrire des contrées exotiques, le tout en se basant sur des textes d'une grande diversité. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'homme et de l'originalité de son regard sur le monde ? Oui, alors Jules Verne, effectivement, c'est déjà un écrivain extrêmement prolifique, parce que il a composé un très grand nombre de romans et de nouvelles également qui font partie de cette collection des Voyages extraordinaires. C'est vraiment un des grands écrivains de son temps pour cette raison-là. C'est quelqu'un également qui a un intérêt véritablement pour l'ensemble du monde. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui, comme beaucoup d'écrivains de l'époque, était centré sur l'Europe ou centré sur la France. Il a vraiment cherché à décrire l'ensemble du monde, que ce soit en faisant voyager ses personnages ou tout simplement en représentant un très grand nombre de nationalités dans le cadre de ses romans. Donc c'est quelqu'un qui avait un grand intérêt pour l'aventure, pour la découverte et également pour les innovations scientifiques. Ça va être une de ses caractéristiques importantes. Et c'est quelqu'un qui était tellement passionné par l'écriture qu'il a écrit quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Ça a été vraiment son activité principale, au point d'ailleurs que même s'il avait une femme et un enfant, il a eu tendance un peu à délaisser sa vie familiale et ça a pu poser un certain nombre de problèmes, notamment dans le développement de son fils. Donc c'est quelqu'un qui avait deux grandes passions essentiellement dans sa vie, l'écriture et notamment l'écriture des romans d'aventure, et puis également la mer. Il avait une fascination pour la mer et d'ailleurs avec les ouvrages qu'il a vendus, il s'est acheté au cours de sa vie 3 bateaux différents qu'il a appelés à chaque fois Saint-Michel, donc en hommage à son fils qui s'appelait Michel.
Voilà, pour situer un petit peu Jules Verne, et peut-être pour terminer sur ce qu'il était, un écrivain donc qui a connu très vite un grand succès populaire, aussi bien auprès de lecteurs assez jeunes que des lecteurs moins jeunes, et surtout un succès international, ce qui n'était pas le cas de l'ensemble des écrivains de cette époque, et ce qui lui a valu d'ailleurs un certain nombre de jalousies. Alors, tu as ouvert la porte de beaucoup de questions que je vais te poser ensuite, mais je vais commencer par le petit appel du pied que tu m'as fait au niveau des sciences. Donc, à chaque épisode d'À pied d'œuvre, je demande à mes invités de me décrire dans quelle mesure le sujet du jour incarne bien cette relation entre art et science. Alors, avec Jules Verne, le lien est assez évident, mais peut-être peux-tu nous dire ce qui, selon toi, fait l'originalité de ce mariage dans l'œuvre globale de l'auteur ? L'originalité, c'est que Jules Verne, c'est vraiment quelqu'un qui se documente beaucoup sur les sciences. Il n'est pas du tout scientifique dans sa formation intellectuelle. À l'origine, il aurait dû travailler dans le domaine du droit comme son père, et puis finalement, il a choisi la littérature par pure passion. Mais ce n'est pas du tout quelqu'un qui est scientifique ou qui a reçu une grande formation scientifique. Par contre, c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment à beaucoup de domaines très différents. Il a une passion pour la géographie, mais il s'intéresse également beaucoup aux sciences. Et dans son travail, le matin, il se levait assez tôt, il écrivait. L'après-midi, il passait beaucoup de temps dans la bibliothèque d'Amiens, puisqu'il vivait à Amiens, qui était la ville d'origine de sa femme. Et là, il lisait des textes extrêmement différents, et notamment des textes scientifiques. Et souvent, on établit une différence entre Jules Verne et H.G. Wells, qui est l'un des autres parents importants de la science-fiction, en disant que Jules Verne, finalement, lui, cherche plutôt une science-fiction réaliste. Donc, il essaye le plus possible de donner du crédit aux inventions et aux innovations qui se trouvent dans ses œuvres, là où H.G. Wells prend beaucoup plus de liberté vis-à-vis de la réalité. C'était d'ailleurs un des reproches que Jules Verne faisait à ce grand écrivain britannique. Voilà, donc Jules Verne, c'est vraiment quelqu'un qui aborde les sciences de façon assez rigoureuse, pas toujours de façon absolument rigoureuse, mais il essaye la plupart du temps de s'inspirer des connaissances scientifiques de son temps, même si lui-même n'était donc pas un scientifique. Oui, parce que sur ce sujet donc de la rigueur scientifique de ses propos, j'ai lu qu'il avait pour habitude de faire appel à des connaissances scientifiques comme son cousin mathématicien pour donner plus de crédit à ses œuvres. À quel point c'était commun pour l'époque de faire comme ça une sorte de commissariat scientifique ? C'était pas commun du tout, justement. Et là, il a été véritablement un précurseur justement de beaucoup d'artistes qui, dans la pop culture et notamment dans le monde du cinéma, vont ensuite beaucoup s'appuyer sur des spécialistes scientifiques pour aborder tel ou tel sujet. On peut penser à Steven Spielberg avec Jurassic Park, qui fait appel au paléontologue Jack Horner, ou alors au film Interstellar de Christopher Nolan, où là, c'est un prix Nobel d'astrophysique qui est mobilisé pour notamment représenter les trous noirs et aborder la question des trous noirs. Donc Jules Verne, c'est le premier véritablement, non pas simplement à se documenter, mais à contacter très directement de grands scientifiques, comme son cousin qui était effectivement mathématicien, pour pouvoir échanger avec eux au sujet de ses œuvres et vérifier la validité ou non, l'éventualité de ce qu'il cherche à démontrer dans ses textes. D'ailleurs, son cousin l'a beaucoup aidé pour ses deux romans lunaires, donc les deux romans lunaires que Jules Verne a composés, et son cousin a essayé de lui donner le plus possible des chiffres précis que l'on retrouve d'ailleurs dans cette œuvre. Ces deux œuvres sont très très bien documentées de ce point de vue-là. Tu as cité Jurassic Park, Interstellar. Donc dans ton livre, tu montres bien comment l'œuvre de Jules Verne a inspiré nombre d'artistes à travers le monde, que ce soit via ses thématiques, ses techniques scénaristiques, sa méthode de travail, sa vision du roman d'aventure. De tous ceux qu'il a inspirés, est-ce qu'il y a selon toi un exemple particulièrement probant à citer ? Il y en a plusieurs, à vrai dire. Alors, il y a un exemple tout d'abord qui est assez étonnant, c'est Hergé. Hergé est considéré comme souvent le Jules Verne de la bande dessinée, et pourtant il n'a jamais admis cette référence, cette influence de Jules Verne, et on pense que c'est sans doute parce que, étant assez proche générationnellement de Jules Verne, il a voulu s'en détacher. Mais on peut évoquer bien sûr beaucoup d'autres artistes, notamment les réalisateurs américains sont souvent parmi ceux qui sont nés au cours de la Seconde Guerre mondiale, comme George Lucas ou Steven Spielberg, sont souvent de grands héritiers de Jules Verne. On pourrait évoquer peut-être George Lucas de ce point de vue-là, parce que George Lucas, c'est un écrivain, mais aussi un scénariste, un réalisateur, et c'est quelqu'un qui véritablement a cherché à reprendre certaines innovations qui avaient été proposées par Jules Verne. On pense notamment à un procédé que Jules Verne est le premier à mettre en œuvre, qui s'appelle la continuité rétroactive, et qui consiste en fait, lorsqu'une histoire a déjà été racontée, à apporter un certain
nombre d'éléments supplémentaires à cette histoire pour l'étoffer, l'enrichir, parfois surprendre le lecteur, mais en veillant toujours à ce que cela reste cohérent. Et Jules Verne le fait par exemple avec le Capitaine Nemo. Ce qui est assez peu connu, c'est que le Capitaine Nemo apparaît non pas simplement dans 20 milieux sous les mers, mais également dans le roman L'île mystérieuse. Et dans ce roman-là, on apprend que le Capitaine Nemo est en réalité un prince indien et on découvre pourquoi il a décidé de créer le Nautilus et puis de se tenir à l'écart du monde, de couler également des navires qui sont des navires esclavagistes, etc. Et en fait, donc toutes ces informations-là, c'est ce que l'on appelle de la continuité rétroactive parce que dans le premier roman, 20 milieux sous les mers, on ne nous donnait pas ces informations-là. Et en ajoutant ces informations-là, ces révélations-là, on s'aperçoit que cela étoffe le personnage et ça reste globalement cohérent avec ce qui nous avait été dit précédemment. Et George Lucas donc a repris cette idée-là pour le personnage de Dark Vador, le plus grand méchant de l'histoire du cinéma, comme on dit souvent, en décidant d'en faire finalement le père du héros, ce qu'il n'avait pas nécessairement envisagé dans un premier temps, mais il fait en sorte, comme Jules Verne, que cela puisse constituer une surprise, mais une surprise qui paraîtra finalement assez cohérente quand on regarde l'ensemble des films de la Guerre des Étoiles, par exemple. D'accord. Alors, c'est hyper intéressant. J'ai lu aussi dans ton livre que, outre la continuité rétroactive dont tu viens de parler, Jules Verne était aussi à l'origine du crossover, du concept de crossover. Oui. Effectivement, c'est le premier à véritablement envisager la possibilité que des personnages que l'on a vus dans une première histoire puissent se retrouver dans une autre et donc qu'il confronte finalement des personnages qui appartiennent à des histoires ou à des univers différents. Il le fait notamment dans une de ses pièces de théâtre qui s'appelle Voyage à travers l'impossible. On va retrouver plusieurs des grands personnages de ces romans et c'est assez fascinant à voir. Et ça va inspirer très fortement Stan Lee. Stan Lee, pendant son enfance new-yorkaise, c'est un enfant qui est assez solitaire, qui passe beaucoup de temps à lire. Et il est fasciné par les romans de Jules Verne qu'il va véritablement dévorer. Et ensuite, il va beaucoup s'inspirer des romans de Jules Verne. Alors, aussi bien pour créer les scientifiques assez fous et dangereux tels qu'on peut trouver par exemple avec le Capitaine Nemo ou un autre des personnages de Jules Verne qui s'appelle Robur, mais il va également s'inspirer de Jules Verne pour la question du crossover et on va le retrouver avec les Avengers et avant même les Avengers, on a un certain nombre de récits de Stan Lee dans les récits Marvel où des personnages qui appartiennent à des univers différents se rencontrent le temps d'une histoire et interagissent entre eux. Mmh. Alors là, on va plonger un peu plus dans le genre de la science-fiction en tant que telle. De façon générale, Jules Verne tendait plutôt à s'appuyer sur des inventions déjà existantes pour les pousser un peu plus loin et il ne forgeait pas ou peu de nouvelles technologies en tant que telles. D'un autre côté, ces romans scientifiques, comme il les appelait, mobilisaient indéniablement les sciences à des fins artistiques. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de débat autour de Jules Verne en tant que figure de paternité de la science-fiction. Quel est ton avis sur la question ? Alors en fait, le débat ne devrait pas exister. Il existe simplement parce que certains spécialistes de Jules Verne ne sont pas du tout connaisseurs de science-fiction et donc ont envie, peut-être pour valoriser le plus possible cet auteur de leur point de vue, de le détacher de la science-fiction. Parce que c'est vrai que pendant longtemps en France, ça commence à être moins le cas. On a regardé la science-fiction et les littératures de l'imaginaire avec un certain mépris, notamment dans les milieux universitaires ou dans certains milieux littéraires. Donc c'est en partie pour cela que ce débat a été mis en place, mais il ne devrait pas exister. En fait, il y a 3 figures tutélaires de la science-fiction. Mary Shelley, tout d'abord, qui a composé souvent ce que l'on considère comme le premier roman de science-fiction, Frankenstein, au début du 19e siècle. Et ensuite, on a Jules Verne et H.G. Wells. Et si l'on regarde bien l'histoire de la science-fiction, la très grande majorité des grands auteurs de science-fiction considèrent que Jules Verne, c'est vraiment l'une des figures majeures du genre. C'est lui qui est à l'origine, avec H.G. Wells, de ce genre-là, sachant qu'H.G. Wells était un peu plus jeune que Jules Verne. Et lui-même, quand il compose ses romans de science-fiction, il est très rapidement présenté par la critique et la presse anglaise comme étant le Jules Verne anglais. Donc, il y a un parallèle qui est dressé là. Et effectivement, dans mon livre, je montre que, par exemple, dans la littérature de science-fiction, il y a un très grand nombre d'auteurs majeurs qui
sont des lecteurs de Jules Verne pendant leur enfance et qui montrent à quel point c'est l'univers de Jules Verne qui leur a donné envie, non pas simplement d'écrire, mais d'écrire de la science-fiction. C'est le cas de Ray Bradbury, par exemple, qui est l'auteur de Fahrenheit ou des Chroniques martiennes. C'est le cas également de Frank Herbert, qui est quand même l'auteur de Dune et de tout ce cycle de Dune, ou encore d'Edgar Rice Burroughs, qui a créé le cycle de Mars. Et le cycle de Mars, c'est pas toujours très connu, mais c'est ce qui est à l'origine, notamment, de Dune, comme de la Guerre des Étoiles. Donc en fait, Jules Verne, bien sûr, s'appuie sur les sciences et il essaye d'être rigoureux pour développer ses romans, mais souvent il prend quand même un certain nombre de libertés par rapport aux sciences. Pour donner un simple exemple, quand il évoque la possibilité que les hommes puissent quitter la Terre et se rendre sur la Lune, c'est totalement inenvisageable à son époque. Il y a d'autres technologies qui sont évoquées dans ses œuvres qui peuvent sembler un peu plus réalistes, mais là c'est totalement inenvisageable. Dans un autre de ses romans qui s'appelle Robur le Conquérant, il envisage également la possibilité d'un bateau volant qui inspirera d'ailleurs beaucoup Miyazaki par la suite. Et là aussi, ce n'est pas du tout envisageable au moment où il écrit ce roman, au tout début du XXe siècle. On va nous-mêmes se projeter un peu dans le futur. Au fil de la lecture de ton livre, on découvre que presque toutes les œuvres à succès de notre période contemporaine ont quelque chose à voir avec Jules Verne et l'univers qu'il a développé au fil de ses publications. Donc les œuvres qu'on a déjà citées un peu plus tôt, Jurassic Park, Star Wars, les œuvres de Miyazaki, mais il y a aussi les films Marvel, Indiana Jones, les Walt Disney, Harry Potter, les aventures de Tintin, James Bond, One Piece, Titanic, il y en a vraiment beaucoup. Comment appréhendes-tu, toi, l'évolution du genre de la science-fiction dans les années à venir? Est-ce qu'on peut éventuellement distinguer des tendances? Oui. Alors heureusement, les choses évoluent beaucoup en France, notamment avec le changement de génération, puisqu'en fait les plus jeunes générations s'intéressent beaucoup à la science-fiction et à la fantasy. C'est lié notamment au fait qu'il y ait eu une très forte démocratisation de ces deux genres-là grâce au cinéma, aux séries, aux jeux vidéo, aux mangas également. Donc tout cela, il faut l'avoir en tête. Les tendances que l'on peut dégager, d'après moi, la science-fiction va tendre de plus en plus vers des questions d'ordre écologique. Jules Verne, d'ailleurs, était l'un des premiers à aborder déjà ces questions-là et il le faisait par le biais, justement, d'œuvres de science-fiction et non pas d'œuvres réalistes. Donc je crois que là, ces thématiques-là vont être de plus en plus présentes. Il va y avoir également de plus en plus de réflexions en science-fiction, d'après moi, sur la question de la politique et de la société, parce que finalement, on est dans un monde de plus en plus complexe et je pense que la science-fiction, qui est une science-fiction purement d'évasion, va moins parler au lecteur peut-être que par le passé, parce que on est ici vraiment face à des thématiques dans le monde qui est le nôtre, qui autrefois étaient abordées par les science-fiction et qui maintenant deviennent pratiquement notre réalité. Donc je vois davantage une science-fiction plus en phase avec des questions sociales, politiques et écologiques dans les années qui viennent. Voilà, et on se détournerait un peu du sujet technologique en tant que tel. A priori, sauf si par exemple on a des tentative d'utopie dans le cadre de la science-fiction et que l'on envisage par exemple à travers la science-fiction des solutions aux problèmes climatiques. C'est un peu ce que Frank Herbert, qui était fasciné justement par notre rapport au monde et à la nature, avait fait dans Dune, où dans Dune il envisage justement la possibilité que des êtres humains vivant sur une planète désertique puissent recycler jusqu'à l'eau de leur propre corps. Voilà, donc peut-être qu'on aura aussi ce type de science-fiction qui se développera dans les décennies qui viennent. Très bien, eh bien je mettrai toutes les références dans la description. Nous arrivons déjà à la fin de notre entretien. Merci beaucoup Nicolas pour le temps que tu m'as accordé. Merci à toi, c'était un plaisir. Ouais, j'étais ravie de pouvoir discuter de Jules Verne et de ton ouvrage. Nos auditeurs en trouveront évidemment le lien dans la description également. Pour sa capacité à produire de l'imaginaire en alliant les péripéties de ses romans aux sciences, Jules Verne est un parfait ambassadeur de ce podcast. J'espère qu'il aura plu à celles et ceux qui nous écoutent. Je leur donne d'ailleurs rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. C'était À Pied d'œuvre, un programme de Moonji, réseau de sociétés de conseil pour les métiers de l'ingénierie et du digital. Il est écrit et réalisé par Aparté Studio et le studio Le Son de l'Encre. À bientôt.